Quand je fais le bilan, en fait, les meilleurs souvenirs de ma vie, c'est souvent des moments où vraiment la plupart des gens auraient jugé que c'était une galère. Corentin, tu es ingénieur aventurier et tu es aujourd'hui présent pour la 30e édition du Festival des écrans de l'aventure. Merci d'être avec nous pour cette interview arrêt sur image. Tu as devant toi un très beau livre. Est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Ouais. Pas très vegan, ça. Ah, et ben ça, c'était Taradari, le bateau que j'ai fabriqué au Bangladesh et avec lequel je suis rentré en France par la mer Rouge. Et c'est un bateau que j'avais fabriqué à moitié en fibre de jute. Comment t'est venue l'idée de la construction de ce bateau? Alors, moi, je suis breton à la base, mais en 2009, pas longtemps après la fin de mes études, je suis parti au Bangladesh pour aider un ami d'amis à développer son chantier naval qui faisait des bateaux en fibre de verre. Et la fibre de verre, c'est pas très écolo. Et du coup, j'ai commencé des recherches pour voir si on pouvait la remplacer par de la fibre de jute. Et comme j'aime bien ne pas rester dans la théorie et faire les trucs en pratique, expérimenter, j'ai décidé de fabriquer un bateau avec ce matériau, avec de la fibre de jute. Et pour le tester, du coup, j'ai décidé de rentrer en France avec. Est-ce que partir 6 mois sur un prototype sans de véritable expérience, c'est du courage ou de l'inconscience? J'ai designé le bateau pour qu'il soit le plus simple possible. Et c'était pas inconscient dans le sens où je me suis posé toutes les questions qu'il fallait avant, en me disant s'il arrive ça, qu'est-ce que je fais? S'il arrive ça, qu'est-ce que je fais? Etc. Donc j'avais l'impression d'avoir bien préparé. Mais en fait, je me suis rendu compte pendant le voyage que c'était qu'une impression. Mais du coup, tu as vécu des moments de solitude? Alors effectivement, c'est la première fois que je me retrouvais, par exemple, pendant le voyage Sri Lanka, Sultanat d'Oman. J'étais un mois vraiment tout seul, loin de tout. Et en fait, c'est un truc qui arrive assez peu dans la vie quotidienne, d'être loin des autres. Et, et en fait, j'ai bien aimé la solitude. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Hyper intéressant de se retrouver soi-même et surtout d'être coupé de du flux d'informations qui nous arrivent tous les jours en fait quand on est en ville par exemple. Et ça, j'ai trouvé que c'était une expérience super intéressante qu'il faut, à mon avis, qu'il faut faire régulièrement dans sa vie. Comment est-ce que tu reprends en fait le cours de ta vie normale? J'ai pas vraiment de vie normale parce que depuis ce moment-là, je me suis jamais installé quelque part. J'ai pas d'endroit de chez moi parce que je suis nomade, donc j'ai jamais à reprendre de vie normale. Et au moment où tu finis ton expédition du coup Taratari, dans quel état mental est-ce que tu es au moment où tu rentres? J'avais en tête qu'une chose, c'est de repartir au Bangladesh pour monter un laboratoire de recherche sur la fibre de jute et continuer ce travail-là. En fait, ça avait vraiment renforcé mon intention. Est-ce que tu peux tourner la deuxième photo? Ah, c'était poule rousse. Alors ça, c'était du coup, je suis retourné au Bangladesh. J'ai fait un laboratoire de recherche, j'ai pu recruter des gens et tout ça. On a bossé pas mal pendant 2 ans, je crois. On a mis à l'eau un deuxième bateau qui était plus abouti puisque celui-là, il était 100% en composite à base de fibre de jute. Et je voulais être autonome sur ce bateau, en plus de tester le bateau. Et donc, dans les trucs qui devaient me rendre autonome, il y avait poule rousse dans le blanc. Ça s'est pas passé comme prévu? Non, poule rousse, de mémoire, elle a jamais pondu. Elle a jamais pondu, ouais. Et pourtant, je faisais des efforts, on voit bien sur la photo. Là, je la baladais. Mais je crois que ça la détendait pas. C'était aussi pour toi l'occasion de tester pour la première fois dans un voyage en navigation les low-tech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le concept de low-tech? On cherchait quelque chose qui désigne les technologies ou les savoir-faire qui sont utiles, accessibles et durables. Et on a l'idée dans l'association que les technologies qui nous entourent, les objets qui nous entourent devraient être faits, fabriqués ou au moins pouvoir être réparés de manière plus locale. À qui s'adressent justement ces low-tech ou ce principe d'utilisation des low-tech? Alors au début, je pensais que ça allait être surtout adressé à des personnes sous contrainte, des personnes qui ont des problèmes d'accès à l'énergie ou à l'eau, à la nourriture, etc.
Donc j'imaginais que sur les 7 milliards d'humains, c'est plutôt les 5 milliards les plus pauvres qui allaient utiliser des low-tech. Et en fait, au fur et à mesure du voyage, des découvertes des low-tech, je me suis rendu compte que les gens des pays les plus pauvres avaient envie de vivre les mêmes modes de vie que les gens les plus riches, et que les gens les plus riches avaient des modes de vie qui n'étaient pas du tout durables, et ni même en fait épanouissants pour eux, et qu'il fallait aussi rendre plus low-tech les sociétés les plus riches, et que en fait ça s'adressait à tout le monde. Je vais te demander de tourner la troisième photo. Alors, est-ce que tu peux me la décrire? Alors du coup, après le voyage avec Gold of Bengal, c'est là qu'est venue l'idée de... En fait, j'avais vu au Bangladesh qu'il y avait Internet qui grandissait un peu partout dans le monde. Et en parallèle, c'est au Bangladesh que j'ai vu que dans un pays sous contrainte, il y avait une ingéniosité super forte. Des gens qui inventaient des trucs. Et je me disais, mais c'est dommage, il n'y a pas de communication, de vecteur de communication qui permet, ou de diffusion de ces idées-là qui permettrait à n'importe qui d'être au courant de n'importe quelle bonne idée qui pourrait être appliquée autre part. Et avec des amis, on a monté une association, on a acheté un bateau, voilà, un catamaran, qu'on a transformé en laboratoire flottant. Et ça fait 5 ans qu'on parcourt les océans et les pays pour trouver des inventions low-tech, les tester à bord, les documenter et les faire connaître pour que d'autres puissent les répliquer. Est-ce que tu peux tourner la première photo? Ah, la spiruline. Ça, c'était pendant l'escale à Madagascar. Dans le sud de Madagascar, en fait, c'est une zone qui se désertifie de plus en plus. Et il y a beaucoup, notamment des enfants qui ont des carences. Et alors, il y a une dame qui s'appelle Dr Vola, une scientifique, qui a découvert que dans des lacs naturels du sud de Madagascar, il y avait cette algue-là. On appelle ça une microalgue, mais c'est une cyanobactérie, en fait, qui vivait à l'état naturel. Donc, elle a créé une ferme pour la cultiver et la donner pour combler les carences nutritives des enfants de la région, parce que c'est une algue qui est pleine de protéines, de fer, enfin de certaines vitamines, certains minéraux. Et je pense là tout de suite plus précisément en fait à ton dernier entre guillemets voyage, en tout cas ta dernière expérience où tu as tenté pendant 4 mois d'être totalement autonome, c'est d'ailleurs le film que tu présentes du coup. Mais qu'est-ce que tu avais envie de prouver en allant sur cette plateforme pendant 4 mois? Alors plusieurs choses. J'avais envie de faire pour une première fois une combinaison de technologies, donc voir comment est-ce que des low-tech qui avaient été trouvées un peu partout dans le monde, mises ensemble, peuvent être plus efficaces que chacune prise séparément. Il y avait vivre vraiment dépendre de ces low-tech. Pour moi, c'est important en fait. C'est ce dont je m'étais rendu compte au Bangladesh, c'est que c'est sous la contrainte qu'on devient très ingénieux. Et moi, je trouvais ça intéressant de me mettre sous contrainte pour m'auto-convaincre qu'avec ces low-tech, on pouvait vraiment devenir autonome. Est-ce que du coup, le fait d'être devenu autonome comme ça t'a rendu plus heureux? Quand je fais le bilan, en fait, les meilleurs souvenirs de ma vie, c'est souvent des moments où vraiment la plupart des gens auraient jugé que c'était une galère. Être sur un radeau comme ça, c'est un super souvenir pour moi. Être sur Taratari, qui est quand même une embarcation complètement pourrie pour la plupart des plaisanciers, ou au Bangladesh, je vivais dans des conditions très basiques. En fait, c'est les meilleurs souvenirs de ma vie. Et donc, ça me rassure sur le fait que je pourrais être à peu près partout, dans tout contexte, content, même si j'ai pas beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens matériels. Est-ce que tu es plutôt optimiste quant à ta vision du monde de demain? Alors, ce qui me laisse optimiste, c'est d'une part de voir tous les gens qu'on a rencontrés autour du monde qui, eux, sont hyper optimistes et qui déploient toute leur énergie pour mettre en place ces solutions. Et surtout, ce qui me rend optimiste, c'est le potentiel. C'est qu'en voyageant autour du monde, je me suis rendu compte à quel point la planète était géniale et qu'il y avait un potentiel, mais de faire une planète de rêve, en fait. Et je ne comprends pas les Elon Musk ou les autres milliardaires qui veulent partir sur d'autres planètes. Parce que clairement, dans le système solaire, ça me paraît évident que la nôtre est bien mieux que les autres. Mais de très loin. Et que le potentiel qu'elle a est énorme, elle est magnifique. Il y a toutes les ressources qu'on veut, il y a tout ce qu'il faut. Et ça me rend optimiste parce que
Si on partait de zéro maintenant, si on se disait ok, qu'est-ce qu'on fait demain, eh ben, on pourrait se mettre d'accord pour faire un truc génial. Bon, alors ce qui rend pessimiste, c'est que a priori, il y a un peu d'inertie. Tout le monde n'est pas ok pour faire un truc génial. Et donc je ne sais pas comment on va y arriver, mais ce potentiel-là, il me rend optimiste.